Je tiens à remercier le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, ainsi que Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui nous ont permis d'organiser cette retraite qui réunit les hauts cadres de toutes les structures du ministère des Finances, aux fins de renforcer l'esprit d'équipe, d'évaluer les actions menées durant l'année 2021, de dresser la feuille de route des actions à mener durant cette année. Excellence, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, cette retraite stratégique est pour nous tous une première occasion de faire un état de lieu des performances réalisées en 2021 et de définir les stratégies pour mieux faire face aux nombreux défis qu'annonce 2022. À cet effet, dans une vision prospective d'identifier nos priorités tout en développant la cohésion entre nos équipes, mon principal message de ce jour est axé sur l'homme. L'homme qui est et qui reste au centre pour l'atteinte et le dépassement des assignations données à notre ministère. Les performances de 2021 que nous présentons aujourd'hui comme un succès est le fruit de beaucoup d'efforts et de dépassements de chacun d'entre nous. L'atteinte des missions dévolues au ministère pour 2022, à savoir la mobilisation accrue des recettes publiques en vue de doter le gouvernement des moyens de sa politique, passant bien entendu par des réformes, ainsi que la rationalisation de la dépense. Sans l'homme, ces missions ne peuvent aucunement être atteintes. Cela implique d'une part des devoirs des uns et des autres, et d'autre part les obligations de l'organe de tutelle. Le ministère des Finances s'engage à investir dans les ressources humaines par le renforcement des capacités des équipes ainsi que par l'amélioration des conditions de travail. Cette retraite stratégique constitue pour nous une opportunité pour déterminer ensemble comment l'homme pourra mener à bien toutes les actions qui contribueront à la réalisation de nos objectifs. Aussi, le ministère attend de la part de chacun d'entre nous un engagement dans le respect des normes, principes et codes de bonne conduite afin que nos objectifs soient réellement atteints. Excellence, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous rappeler ici que chacun de nous a un rôle important. À l'issue de cette retraite, chaque animateur devra s'impliquer à mobiliser les ressources humaines sous sa supervision dans la mise en œuvre et la réussite de notre feuille de route. Et cette feuille de route deviendra celle de tout le ministère des Finances pour valoriser tout le travail que nous passons ici pendant ces 2 jours. Dans mon rôle d'appui au ministre, je vous rassure que nous travaillerons ensemble pour que 2022 soit une belle réussite. Je clôt mon propos en vous souhaitant à vous ainsi qu'à vos familles respectives une très bonne année 2022. Je vous remercie. Madame la vice-ministre des Finances, Monsieur le secrétaire général aux Finances, Monsieur le directeur de cabinet, Madame la directrice de cabinet adjointe, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des régies financières et autres services, Monsieur le secrétaire général du CPCC, Mesdames et Messieurs les directeurs, chefs de service de l'administration des finances,
Monsieur l'inspecteur coordonnateur des services du Trésor, messieurs les conseillers, messieurs les coordonnateurs des structures de mission, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord saluer tout le monde très chaleureusement au sens propre et figuré, parce que je vois qu'il fait assez chaud ce soir. Et je pense d'ailleurs que ceux qui sont venus en costume et en cravate comme moi ont tort, parce que nous sommes venus ici dans un cadre différent de celui du bureau, donc nous aurions dû être même en t-shirt, pourquoi pas, parce que nous sommes là pour interagir de manière libre, comme on n'a pas l'habitude de le faire dans nos bureaux. Et donc, pour nous qui sommes en veston et en cravate, veuillez nous excuser pour ceux qui ont eu l'intelligence de venir de manière plus décontractée. Parce que l'objectif de la rencontre, c'est aussi cela. C'est aussi de nous décontracter et d'interagir différemment. Je voudrais donc tout d'abord rendre un vibrant hommage à Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa volonté de promouvoir la culture de la transparence dans la gestion des finances publiques et même dans la vie publique en République démocratique du Congo, tout simplement. Aussi, je témoigne toute ma gratitude à Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde, qui assure le portage politique de la vision du chef de l'État à travers le programme du gouvernement. Par ailleurs, c'est pour moi un honneur et un motif de fierté que d'être parmi vous ce jour, dans la cité de Mwanda, au Congo central, à l'extrême extrémité du pays, dans le cadre de cette retraite stratégique 2022 du ministère des Finances. Cette retraite vise à faire un état des lieux de nos performances et défis pour l'année 2022 et de définir nos priorités pour l'année qui commence, de dégager la cohésion ainsi que l'esprit d'équipe au sein du ministère des Finances. Pourquoi c'est important une retraite? Parce que nous sommes la première richesse d'une organisation, c'est quand même les ressources humaines. Et si les ressources humaines ne sont pas capables de travailler ensemble, ne sont pas capables d'interagir efficacement, nous perdons énormément en efficacité et en performance. Ça a l'air simple à dire, mais dans les faits, une bonne partie de notre performance, nous la perdons parce que nous n'avons pas appris à interagir ensemble. Interagir ensemble, c'est interagir entre personnes d'horizons différents, de cultures parfois différentes, de philosophies parfois différentes, mais qui sont toutes réunies par une communauté d'objectifs. Et apprendre à vivre ensemble dans la diversité des opinions, dans la diversité de foi, dans la diversité de culture, de références, et à être performant, c'est ça qui nous fait nous lever chaque matin. Et donc, j'ai tenu à ce que nous ayons cette réunion, cette retraite, un peu loin de Kinshasa pour nous assurer que personne ne va échapper, parce que c'est très facile de trouver des raisons pour justifier qu'on ne peut pas être là ensemble. Et croyez-moi, ce type d'exercice, aussi anodin que cela puisse paraître, est très important pour voir les choses différemment et engager les choses différemment dans la manière d'interagir. Je voudrais donc vous inviter à vous sentir vraiment libre, totalement libre, à avoir le courage de dire ce qu'on n'a pas l'habitude de dire et à apprendre à connaître chacun, parce que nous ne nous connaissons pas encore tous. Nous avons très peu l'occasion de nous rencontrer, d'échanger. Voilà l'occasion pour le faire. Et nous allons profiter de ces 2 jours, c'est un peu court, pour faire le maximum, au moins pour initier une nouvelle façon de collaborer et essayer de la poursuivre tout au long de l'année 2022. Et comme le mois de janvier est consacré à la présentation des vœux, je voudrais en même temps profiter de cette occasion pour vous présenter à vous tous ainsi qu'à vos familles respectives tous mes vœux, les meilleurs, pour l'année 2022. Mesdames et messieurs, je voudrais rappeler que le gouvernement nous impose une culture de redevabilité. Vous vous rendrez compte que lorsqu'on a la charge de s'occuper des finances de la République, cette redevabilité intervient à tout instant. Mais malheureusement, elle est peu présente. Moi, j'ai été frappé, choqué de constater que dans notre système en RDC,
lorsque l'on effectuait une dépense, l'obligation de rendre compte, de justifier la dépense effectuée est extrêmement faible. C'est un des signes qui montre comment nous comprenons culturellement le sens de la redevabilité, de la responsabilité. Nous avons organisé cette rencontre qui s'inscrit dans le contexte de la gestion axée sur les résultats, ainsi que la promotion de cette culture de redevabilité au sein de notre ministère. En le faisant au sein du ministère et pour le ministère, nous le faisons de facto pour l'ensemble du gouvernement, parce que nous sommes à la croisée de tous les chemins, étant responsables de l'ordonnancement des dépenses et de la reddition des comptes. Je voudrais également indiquer que les présents travaux se tiennent dans un contexte marqué par la pandémie Covid-19. Et malgré tous les efforts que nous avons faits, cette pandémie persiste. Elle prend chaque semaine, chaque mois, à chaque nouvelle vague, des formes nouvelles. Et donc, nous avons quand même pris le risque de nous retrouver parce que nous ne pouvons pas continuer de travailler sans nous retrouver. Et nous avons ce défi d'abord d'accéder au vaccin pour nous protéger davantage et de faire preuve de responsabilité, mais aussi d'être capable de trouver les réponses par rapport à cette nouvelle façon de vivre qui risque de durer. Et je me rends compte qu'ici dans la salle, nous sommes assez à l'étroit, mais heureusement, chacun porte son masque, qui est le premier geste barrière. Nous allons nous efforcer de travailler de cette manière-là et de toujours faire attention à respecter ces gestes barrières, même si nous sommes assis les uns à côté des autres. Cette pandémie qui a démarré en 2020 a eu un impact sur les finances publiques. Et 2020 a été une année extrêmement difficile, vous vous en souvenez, où nous avions eu à peine 3,5 milliards, je crois, de ressources propres au budget et une capacité très réduite à faire face aux dépenses essentielles de la République. Et lorsque ça ne va pas, tout le monde se tourne vers le ministère des Finances. Nous avons quand même fait un taux de croissance positif, 1,7% en 2020, alors que la moyenne du continent était de l'ordre de moins 3%. En 2021, nous avons eu la chance de connaître un sursaut important grâce notamment à la bonne tenue des cours de nos principaux produits d'exportation, bonne tenue qui a vocation à se maintenir encore pendant quelques temps si rien ne change dans le contexte international. Et nous avons pu réaliser 5,7% de croissance en 2021 avec un accroissement significatif des recettes publiques, de l'impôt payé à l'État. Nous prévoyons une croissance encore à la hausse pour 2022, mais aussi nous prévoyons de voir les retombées fiscales de cette croissance enregistrée en 2021 à travers les différentes échéances fiscales que nous attendons cette année. La politique budgétaire mise en œuvre au cours de l'année a permis en premier lieu de mobiliser donc de façon accrue les recettes publiques qui sont passées de 6 700 milliards en 2020 à 11 600 milliards en 2021, avec un taux d'accroissement historique de 66%. Et il faut constater que durant cette année, le taux de change est resté relativement stable parce que la variation a été de l'ordre de 1 à moins de 2% de dépréciation. Nous avons mis en œuvre un effort de discipline budgétaire avec une meilleure coordination des politiques dans le cadre notamment du pacte de stabilité qui nous lie au ministère du Budget et à la Banque centrale. Et vous avez suivi les différentes réunions de la Troïka qui nous ont permis de maintenir cette stabilité macroéconomique à travers la maîtrise des prix intérieurs et de l'inflation qui s'est établie à 5,7% en 2021 contre 15%, presque 16% en 2020. Alors, pour ce qui est de la stabilité de la monnaie, je vois ici le chiffre de 0,1%. Donc, la monnaie est restée très stable. Cet effort a également permis de réduire la vulnérabilité extérieure du pays à travers la consolidation du niveau des réserves de change à un niveau historique de 3,5 milliards. On est à 3,6 aujourd'hui, contre 708 millions de dollars dans la période correspondante de 2020, soit une augmentation significative. Mais il faut noter que tout cela reste fragile, parce que mécaniquement, on voit les recettes s'accroître,
Mais il faut encore distinguer l'effet d'accroissement lié à la hausse des coûts, celui qui est lié au nouveau contexte de lutte contre la corruption, qui discipline un peu les contribuables, mais celui qui est lié à nos réformes. Parce que nous devons réformer. Lutter contre la corruption, ça marche une fois. Mais réformer, ça marche plus durablement. Et donc là, on va commencer à nous regarder sur nos capacités de réformer réellement. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être dynamiques et de nous assurer que nous avons la même vision, que nous portons la même vision, celle de réformer. Et pour ça, il faut que nous partagions cette vision. C'est l'une des raisons de ce séminaire, c'est de nous assurer que nous sommes au même diapason en ce qui concerne où nous voulons aller, comment nous voyons le ministère des Finances demain, quel type de fiscalité nous voulons pour maintenir cette performance et faire en sorte que même si demain il y a une baisse des cours, parce que ça peut arriver, ça arrivera certainement, que le choc soit supportable parce qu'entre-temps, on a réformé le système fiscal, on a élargi la base fiscale, on est allé explorer d'autres niches fiscales, ce qui fait que même en cas de recul, de chute des cours, le choc est supportable. C'est quand ça va bien qu'il faut opérer ces réformes pour préparer l'avenir. Nous sommes là pour cela. Une façon paresseuse d'agir, c'est de se dire, puisque ça va bien, on continue, on est content, on chante, on fait cocorico tous les jours, mais très vite, lorsqu'il y a un retournement, on se retrouve en grande difficulté, comme on l'a connu en 2020 et dans d'autres années. Entre 2011 et 2014, il y a eu aussi une période de hausse des coûts, et tout le monde était fier des performances, mais ça n'est pas allé très loin. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour faire différemment, pour faire en sorte que nous puissions pérenniser les efforts, la tendance à l'accroissement des recettes, et que cela doit aller au-delà de la simple conjoncture, au-delà du simple effet lié à la campagne que l'on fait contre pour la lutte contre la corruption. Il faut que ce soit profond. Et la seule façon de le faire, c'est de réformer. C'est de réformer le système fiscal, c'est de réformer tous nos systèmes. Et là, on ne parle que des recettes. Mais encore faut-il que nos réformes touchent également les dépenses. Parce que la vision est claire, c'est que nous devons, rien qu'en améliorant la manière dont nous dépensons, nous économisons beaucoup d'argent. Nous pouvons, de la même manière que l'on dit qu'il faut accroître les recettes, il faut améliorer la manière de dépenser, parce que le bénéfice est le même pour les citoyens. On peut, avec le même niveau de dépenses, être plus performant, plus efficient et avoir plus d'impact sur les gens, sans forcément accroître les recettes. Donc nous avons aujourd'hui l'occasion et même l'obligation d'accroître les recettes, et nous sommes en train de le faire, mais aussi d'améliorer la manière de dépenser et la qualité de la dépense. Et c'est le plus difficile, et je peux vous le dire. Nous sommes dans un environnement qui est politique, où tout le monde a des appétits, tout le monde veut de l'argent, tout le monde veut faire des choses, vous prétend vouloir faire des choses, et très souvent, nous le savons, les choses finissent souvent en queue de poisson lorsque nous initions des projets, nous initions des dépenses dans différents secteurs, et la tendance naturelle est de se porter sur des dépenses qui ne sont pas utiles. Et donc, tout ça, ce sont les défis qui reposent sur nous. Nous devons éclairer le gouvernement en tant que ministère des Finances. Nous devons affronter l'opposition de tout le monde. Nous sommes souvent pris à partie, ce matin encore en Conseil des ministres, pour des choses qui pourtant avaient été faites, mais quand les gens n'ont pas leur compte, ils sont très habiles à réclamer, à protester, à fomenter. Et tout ça, le ministère des Finances subit tout cela. Donc il faut avoir les épaules larges et solides pour affronter tout cela. Et pour ça, il faut que nous ayons une équipe qui partage la même vision, qui comprend les mêmes problèmes. Et à ce moment-là, nous pouvons affronter ces choses. Enfin, nous devons également faire face à un contexte nouveau, celui où l'exigence en matière d'éthique est de plus en plus élevée. On nous en demandera toujours plus, on nous soupçonnera systématiquement de nous servir nous-mêmes. Et donc, dans un tel environnement, il faut une autre façon de faire. Il faut sortir des sentiers battus, et ce n'est jamais facile de trouver le bon tempo, la bonne façon de parler, d'agir,
pour rester convaincant et rester performant. Mais tout le monde nous regardera. Comme il n'y aura jamais qu'un seul ministère des Finances, il n'y en aura jamais trois. Il n'y aura jamais qu'un seul ministre des Finances, il n'y en aura jamais trois. Eh bien, on sera forcément au centre de toutes les attaques, de tous les colportages, toutes les médisances et toutes les calomnies possibles. Et dans tout ça, on doit avoir une ligne qui permette à ceux qui sont avec nous au quotidien, avec qui nous travaillons, d'avoir foi en ce que nous faisons et d'avoir conscience de ce que nous faisons pour changer tant soit peu les choses. Je dis tant soit peu parce qu'on ne pourra jamais changer à 100% des contextes comme les nôtres, mais il faut qu'on soit sûr que nous sommes quand même en train de changer parce que nous sommes là pour ça, sinon nous ne servons à rien. Et donc, tout ça, ce sont des poids, des responsabilités sur nos épaules. Personne ne peut y arriver sans pouvoir compter sur d'autres. C'est un travail d'équipe, c'est une responsabilité d'équipe. Il faut que la compréhension soit commune, que l'engagement soit commun et que l'action soit commune. Voilà pourquoi c'est important de nous retrouver et de partager la vision et de définir les responsabilités et la manière concrète et opérationnelle dont nous allons agir pour atteindre ces objectifs. Ainsi, pour permettre au ministère dont j'ai la responsabilité de remplir ses missions, le plan stratégique du ministère en cours de finalisation a défini cette orientation stratégique dont, notamment, accroître la mobilisation des recettes à travers le renforcement des mécanismes de contrôle à tous les niveaux et des réformes appropriées, rationaliser les dépenses en privilégiant les priorités devant conduire à l'émergence et à l'accroissement de la résilience de la RDC sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et, pour ne citer que trois, promouvoir la transparence dans la gestion des finances publiques pour restaurer la confiance entre le peuple et l'État. En outre, nous nous sommes engagés dans une ambitieuse réforme des finances publiques dont le plan stratégique vient d'être actualisé afin d'impulser son achèvement. Et vous l'avez tous suivi, il a été adopté en Conseil des ministres et aujourd'hui, tout récemment, un comité de pilotage a été mis en place pour suivre sa mise en œuvre sous la présidence du chef du gouvernement, Monsieur le Premier ministre, avec notre responsabilité en tant que, je crois, vice-président. Et nous allons devoir suivre et piloter cette réforme. Nous allons devoir lui donner du sens concret. Et on ne peut pas faire une réforme aussi importante sans l'implication de vous tous qui êtes là, pas seulement les trois régies, mais tout le monde, chacun à sa place. Mesdames et messieurs, le ministère des Finances fait face à de nombreux défis et exigences opérationnelles, notamment la parfaite maîtrise et l'harmonisation de l'ensemble de son activité et de son personnel. C'est ici l'occasion de vous rappeler que le plan stratégique des réformes des finances publiques, comportant des réformes ambitieuses, nécessite d'importantes ressources financières pour sa mise en œuvre. Le gouvernement doit veiller à la mobilisation des ressources internes pour le financement de sa stratégie et aussi à l'effectivité de la contribution des partenaires techniques et financiers qui ont toujours manifesté leur intérêt pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des réformes des finances publiques. Et sur ce point, je peux vous dire que la volonté de nos partenaires de nous accompagner est totale. Et donc, ils ne vont jamais nous forcer, ils vont juste observer notre volonté de tirer profit de cet accompagnement et de transformer notre pays. Et donc, c'est à nous de réfléchir, de voir où est-ce que nous voulons voir leurs appuis se mettre en œuvre et d'en tirer le meilleur profit possible. Nous ne sommes pas obligés de le faire. Si nous le faisons, c'est parce que nous sommes convaincus que ça peut nous aider et que ça va nous aider, comme nous avons déjà réussi à gagner quelques batailles, toujours avec l'appui des partenaires, dans quelques réformes qui ont amené les finances publiques au niveau où elles sont actuellement, parce que ce n'était pas la même chose il y a 20 ans, il y a 25 ans. Pour ce qui est des défis de financement d'ordre général, le ministère des Finances devra mobiliser beaucoup plus de ressources pour permettre, d'une part, le financement des nombreux projets devant conduire le pays dans la voie de l'émergence, l'organisation des Jeux de la francophonie, on nous a interpellés ce matin, prévue en 2022, la préparation des élections de 2023, nous avons été interpellés là-dessus, et tant d'autres activités. Nous sortons de la présidence de l'Union africaine qui nous a coûté cher, très cher. Nous entrons dans la présidence de la CEAC dans quelques jours.
qui va nous coûter également cher. Nous sommes vice-présidents de la SADC, donc nous avons énormément de responsabilités, de souveraineté, dont les dépenses ne sont pas toujours prévisibles, mais tout le monde regardera vers nous. Et au moment où on devra faire ces dépenses, on ne verra même pas les limites budgétaires. On dira, c'est de souveraineté, il faut dépenser. Et après, les autres types de dépenses viendront quand même, celles qui étaient déjà inscrites au budget. Et nous devons, nous, gérer ces contradictions et accepter l'opprobre, accepter d'être crucifiés parfois. C'est ça notre rôle en tant que ministre des Finances. Pour cette année 2021, en dépit du fait que nous avons pu quasiment presque doubler les recettes, c'est-à-dire de 3,6 milliards à 6 milliards, nous avons eu en fin d'année, nous avons eu dans les bras 1400 milliards de francs congolais que nous n'avons pas pu ordonnancer. Ça veut dire 1400 milliards de francs congolais, ça fait à peu près 700 millions de dollars qu'on n'a pas pu ordonnancer alors qu'ils sont venus du ministère du Budget pour être ordonnancés. Imaginez-vous la pression que cela a pu nous occasionner, mais nous n'avions pas d'autre choix. Parce que devant ces contradictions, où vous avez un état de siège qui n'était pas prévu dans le budget, mais il faut y faire face, vous avez les responsabilités continentales ou internationales, vous avez des catastrophes naturelles et tant d'autres choses imprévues, vous avez parfois des engagements pas pertinents, mais qui arrivent à passer pour l'une ou l'autre raison. Tout ça, ça finit au ministère des Finances, et il faut faire des choix qui ont eu pour conséquence en 2021 de laisser 1400 milliards, ça veut dire environ 700 millions de dollars, non ordonnancés. Imaginez la colère de tous ceux qui attendaient ces DTO pour être payés. Ça nous vaut des insultes, des accusations, des calomnies, des tas de choses, mais nous supportons parce que nous pensons que nous sommes là pour servir l'intérêt général. Raison pour laquelle toutes ces questions, il faut que nous en ayons tous conscience, de manière collective, avec un esprit d'équipe, pour voir comment nous les affrontons. Je sais qu'on vous demande beaucoup, mais je sais aussi que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura jamais qu'un seul ministère des Finances. Ce qui vous donne un avantage, un privilège en termes de rémunération, en termes de primes, en termes d'accès à certains avantages. Mais même là, nous avons un risque, une difficulté, c'est que les autres nous observent. Et nous devons voir et savoir comment nous faisons pour ne pas nous exposer à davantage d'attaques et de critiques. Je suis d'avis qu'il faut protéger ceux qui ont en charge le trésor. Ils doivent être mieux protégés que les autres parce qu'ils ont une responsabilité différente, supérieure, de gérer les ressources. Mais en même temps, nous sommes dans un contexte de pauvreté, dans un contexte où il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de demandes. Donc nous devons veiller à ce que nous fassions des choses qui soient politiquement, socialement ou éthiquement présentables. Voilà un autre défi que nous avons. Nous allons devoir en parler pendant la retraite et toutes les idées sont bonnes. Mais nous devons savoir que notre grand engagement moral, je dirais même spirituel, c'est de faire évoluer la RDC, de la faire sortir de là où elle est maintenant, c'est-à-dire une forme d'irresponsabilité plus ou moins généralisée, je pèse mes mots, mais on est entre nous, pour l'amener vers quelque chose d'un peu plus normal, d'un peu plus correct, d'un peu plus acceptable sur le plan de la gestion des finances publiques. Nous sommes aujourd'hui un pays qui ne crée pas beaucoup. Toute la richesse créée vient de ces miniers qui sont d'ailleurs, pour la plupart des étrangers, qui sont venus nous dire que ce qu'il y avait dans le sol était une richesse. Et leur équipement, leur argent permet de faire sortir cela et de nous donner de l'impôt. Ce n'est pas une richesse durable. Nous devons changer cela, changer cet état d'esprit et faire en sorte que nous puissions avoir un pays où on crée de la richesse endogène. Pour ça, il faut que nous ayons des Congolais entrepreneurs qui créent de la richesse, qui imaginent, qui soient créateurs. Nous n'en avons pas encore assez. Il suffit que ces grands miniers se détournent de nous pour l'une ou l'autre raison, baisse des coûts, catastrophe, peu importe, et tout s'effondre. Et ça, c'est la situation dans laquelle on était à l'époque où la Gécamine était florissante. Donc, elle n'a pas beaucoup changé. Donc, nous devons changer tout cela. Et pour le faire, nous devons utiliser ces mêmes ressources que nous avons aujourd'hui. Donc, dans l'exercice de nos dépenses, nous devons chaque fois nous assurer que ce que nous faisons contribue à changer le pays dans la vision qui est celle du chef de l'État et qui est aujourd'hui celle de tout le monde, c'est-à-dire de transformer le pays,
de diversifier l'économie, de susciter, de renforcer le capital humain pour qu'il soit plus créateur de richesses. Chaque dépense que nous faisons doit contribuer à cela. Et c'est nous qu'on regarde en dernier ressort pour assurer que cela se fasse réellement. Donc c'est une lourde responsabilité. Et de ceux qui précèdent, ma vision à la tête de ce ministère est d'en faire un ministère moderne, mobilisateur et performant. Un ministère moderne suppose une administration dotée des ressources humaines qualifiées. Et quand je dis qualifiées, je mets tout dedans, y compris les questions éthiques. Des moyens techniques et matériels de pointe, un esprit d'équipe et une éthique exemplaire. Un ministère mobilisateur, c'est-à-dire qui mobilise les ressources nécessaires pour la mise en œuvre des politiques du gouvernement, et pas autre chose que les politiques du gouvernement. Et enfin, un ministère performant, c'est-à-dire qui assure la stabilité macroéconomique, qui crée les conditions pour le financement et le développement de l'économie et l'amélioration concrète de la vie des populations. Faire de notre ministère un ministère moderne, mobilisateur et performant. Mesdames et messieurs, je suis convaincu qu'avec l'implication de chacun de nous et avec l'aide de Dieu, Monsieur le secrétaire général a très bien fait de faire référence à Dieu, même si on dit que c'est un pays laïque, mais nous sommes tous croyants et nous pouvons nous permettre, c'est aussi un peu notre culture, de pouvoir exprimer notre foi, alors que d'autres pays ne le font pas. C'est une richesse de mon point de vue. Avec l'aide de Dieu et grâce à notre vision stratégique, tous les défis auxquels le ministère fait face seront relevés et pourront nous assurer des perspectives meilleures qui amélioreront la signature de notre pays. Et je vous remercie.